Lorsque vous chopez un mal de crâne, vous avez sûrement envie de ne plus avoir mal au crâne. Vous pouvez attendre que ça passe, et avec un peu de chance, ça passe. Mais si vous êtes pressé, ou si ça ne passe pas, un réflexe habituel est de prendre un antidouleur, type aspirine, paracétamol ou ibuprofène. Vous ne savez pas forcément comment ça marche, mais vous savez qu'en pratique, ça fonctionne, et c'est pour ça que des médecins en prescrivent. Depuis le temps qu'on en prend, en plus, on a eu le temps de vérifier leur efficacité, non ? Bon, mais si vous souffrez d'une pathologie pas trop connue, et que des recherches sont en cours pour tester plusieurs traitements potentiels, comment sait-on quel traitement est le plus efficace ? L'épisode pandémique du coronavirus SARS-CoV-2 de 2020 a remis cette question à l'ordre du jour. S'agissant de maladies nouvelles ou rares, la question du meilleur traitement à administrer est un casse-tête scientifique et médical, qui peut même devenir un sujet politique et faire couler beaucoup d'encre. Cependant, on met rarement tous les traitements testés sur le même pied d'égalité en termes d'efficacité. Du coup, comment sait-on de la manière la plus certaine ce qui marche, ce qui est efficace, ce qui est vrai ? Eh bien, comme toutes les preuves ne se valent pas, on les classe, de manière à avoir quelque chose de scientifiquement objectif. Sous une forme que vous avez déjà peut-être croisée, la pyramide des preuves, sur laquelle sont représentés différents types d'études, placées à chaque palier, et qui apporterait le plus bas niveau de preuve à la base, et le plus haut niveau de preuve au sommet. Parfait pour trancher du coup, il n'y a qu'à se référer à où se placent sur cette pyramide les études portant sur un traitement, ou portant plus généralement sur des questions scientifiques et médicales. Ouais. C'est pas si simple, donc ça vaut le coup qu'on y revienne quand même un peu. Générique. La médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui est très liée à la recherche médicale. Pour remplir son rôle, elle est censée se baser sur les connaissances accumulées dans quasiment tous les domaines des sciences, allant de la biologie à la physique, en passant par les sciences humaines et les statistiques. La question qu'on peut se poser, c'est depuis quand ? Car avant notre époque contemporaine, la médecine était pratiquée sur la base de dogmes, de traditions, et dans une moindre mesure de raisonnement plus ou moins logique. Exemple typique est l'utilisation de la saignée en tant que traitement pour un peu tout et n'importe quoi. En gros, t'as mal et on t'ouvre un peu genre au niveau du bras pour te faire saigner. Cette pratique sauvage semble sortir un peu de nulle part, mais il y avait tout de même un certain raisonnement pour justifier ce traitement. Les premiers hommes qui pratiquaient ce type de soins considéraient que la maladie était une malédiction, une possession par un esprit démoniaque. On croyait à cette époque à l'existence d'éléments qui constituaient le corps qu'on appelait humeurs, et dont la santé des hommes tenait à un équilibre entre ceux-ci. La saignée était donc un moyen de faciliter l'évacuation de ce démon qui venait s'y loger. Pratiqué depuis au moins l'Égypte antique, il a fallu attendre le XVIIe siècle pour qu'on commence à avoir une remise en question de la saignée, notamment par J.B. van Helmont, médecin et alchimiste dissident, qui d'ailleurs conceptualisa les essais cliniques, puis par le chirurgien John Clark le siècle d'après, etc. Quand bien même cette pratique survivra jusqu'à son abandon total à la fin du XIXe siècle, dans sa forme désuète, car pratiquée encore dans certains cas de manière plus maîtrisée aujourd'hui. Cependant, durant la Renaissance, on voit tout de même se développer les prémices d'une médecine qui questionne certaines traditions jugées peu efficaces pour les troquer contre de nouvelles pratiques ayant fait un minimum la preuve de leur efficacité. L'étude du vivant a notamment aidé, avec les premières vivisections et expériences sur l'animal qui ont permis de comprendre l'anatomie et la physiologie comme on l'a discuté dans notre vidéo sur l'expérimentation animale. Et ce, même si les conceptions pré-scientifiques de la pharmacologie de cette époque tenaient parfois de l'intuition ésotérique et de biais naturalistes. C'est la nature en octroyant par exemple des qualités thérapeutiques hasardeuses aux plantes en fonction de leur texture, de leur goût, de leur couleur, etc. Le 19e fut riche pour le développement d'une médecine plus quantitative avec l'introduction des méthodes statistiques dans l'évaluation de l'efficacité thérapeutique par Jules Gavaret avec son ouvrage Principes généraux de statistique médicale. Il attira l'attention sur les limites des comparaisons hâtives de l'effet d'un traitement entre deux groupes de patients qui diffèrent selon un certain nombre de critères socio-économiques, biologiques, etc. On commence donc ici à discuter d'une véritable méthodologie en médecine. Le XXe siècle fut ensuite une période transitoire déterminante dans le développement de la médecine moderne. On peut notamment retenir deux grands éléments clés. Le premier est un outil assez simple, proposé par Ernest Codman. Des cartes, servant de répertoire d'actes préopératoires et post-opératoires, dans lesquels sont notifiés les effets observés suite à chaque acte médical, afin de lister les erreurs, les effets indésirables qui pourront ensuite être évités.
Le deuxième est le fameux, le célèbre, le fabuleux essai contrôlé randomisé. Ce design expérimental semble avoir été popularisé dans les années 40 par l'essai randomisé de la Medical Research Council portant sur l'administration de la streptomycine pour lutter contre la tuberculose. Un ERC est un type d'étude clinique dans lequel on divise un échantillon de patients en 2 ou plusieurs groupes qui subiront des tests, sauf un qui ne sera pas directement testé, on fera semblant quoi. On l'appelle le groupe contrôle et il sert de point de comparaison. Mais pour bien comparer les effets de ce qui est testé et que de celui-ci, il faut s'assurer que les groupes sont bien similaires entre eux pour éviter que les résultats soient influencés par d'autres facteurs tels que l'âge, le genre, la physiologie, etc. C'est là que la randomisation entre en jeu. On dispatche aléatoirement chaque patient de l'échantillon total dans les différents groupes, ce qui statistiquement nous donne à la fin des groupes comparables, si les échantillons sont suffisamment grands. De plus, pour réduire encore plus les biais, tout se fait habituellement en double aveugle, c'est-à-dire que ni les testeurs ne savent ce qu'ils administrent, ni les testés ne savent ce qu'ils reçoivent. On évite ainsi d'influencer les résultats à cause du comportement du soignant, des effets de persuasion du patient, etc. Le développement de ce type d'études cliniques s'intensifia durant le XXe siècle, tant elles firent la preuve de leur efficacité, en s'inscrivant dans un nouveau paradigme de la pratique médicale que l'on nomme aujourd'hui Evidence-Based Medicine, ou médecine fondée sur les preuves, ou données probantes. À noter en passant que ce développement de la médecine vers plus de prise en compte des données scientifiques s'explique également par d'autres facteurs. En effet, durant cette période, le savoir se diffuse de plus en plus, grâce à de nouveaux moyens de publication et grâce à l'informatisation et la numérisation des données scientifiques et médicales. Mais enfin, on ne va pas plus développer cet aspect-là. L'objectif de l'EBM est donc d'adapter ces pratiques thérapeutiques au regard des données des études cliniques. Le praticien de santé adopte les mêmes préoccupations que le chercheur scientifique, à savoir la réduction des biais, la prise en compte de la taille des faits pour prédire le bénéfice du traitement pour le patient et le profil du patient. De ce fait, un moyen retenu pour formaliser ces objectifs est de trier les données à notre disposition. Un classement de niveau de preuve est donc retenu sur la base de certains critères afin d'aiguiller la communauté scientifique et médicale. Et c'est là qu'apparaît une représentation particulière de ce classement, la fameuse pyramide des preuves, qui classe les types d'affirmations ou d'études selon leur solidité scientifique, allant de l'anecdote, la parole d'expert ou au témoignage personnel en bas, à la méta-analyse ou revue systématique au sommet, en passant justement par l'étude contrôlée randomisée. Là encore, on ne va pas rentrer dans les détails de ce que sont les méta-analyses et les revues systématiques, car ça mériterait des vidéos entières. Mais rapidement quand même, les revues systématiques consistent en une agrégation de données de plusieurs études portant sur le même sujet, en proposant une synthèse argumentée et rigoureuse de ces études. Une méta-analyse a le même rôle d'agrégation de données de plusieurs études, mais est une méthode statistique de traitement de ces données, permettant en théorie d'améliorer le poids statistique des résultats en augmentant virtuellement le nombre de cas, et donc d'améliorer la force d'une conclusion. C'est très à peu près comme définition, ça occulte la diversité de ces méthodes, mais ça permet tout de même de s'en faire une idée et de comprendre pourquoi on a tendance à les placer si haut. Cette pyramide est souvent partagée et commentée par un grand nombre de personnes s'intéressant aux questions de santé, notamment lorsque ces questions deviennent des sujets chauds du débat public. Généralement présentée dans un but pédagogique, elle viendrait rappeler que tout ne se vaut pas, ce qui est vrai, et qu'il existe des critères techniques permettant d'arbitrer entre ce qui a des chances de marcher et ce qui relève de la fable et de la fake news. Intuitivement, on se dit que ce gold standard de la médecine qui découle de la scientifisation est un outil d'objectivité solide pour éclairer la pratique médicale et la mener vers une plus grande efficacité thérapeutique. Et c'est pas si déconnant, car les pratiques qui ont découlé de l'EBM ont grandement contribué à améliorer les conditions de soins et à faciliter la recherche de thérapies fonctionnelles. C'est notamment grâce à des méthodes statistiques dont s'inspire l'EBM qu'on a trouvé des liens entre l'apparition de certains cancers et l'exposition à divers facteurs externes, avec l'essor de l'épidémiologie durant le début des années 1900. Cela a facilité par la suite le développement de recommandations et de campagnes de prévention dans le domaine de la santé publique. On a réduit la part de hasard et d'erreur dans la pratique médicale, ce qui est rassurant quand on se fixe comme objectif de société que les gens ne meurent pas aussi facilement. Trop cool! Vivre, c'est bien. Cependant, on peut tout de même se demander, est-ce que la question de l'EBM est bien torchée? Sur quoi se base-t-on pour penser qu'une classification fixe des niveaux de preuve conduit bien à une pratique efficace de la médecine? On se dit qu'il serait pertinent donc d'apporter un peu de nuance.
La première et la plus simple critique à adresser est la suivante. Ce n'est pas une échelle de preuve scientifique. Par là, on entend qu'il ne s'agit pas d'un outil universel utilisé par toutes les sciences, pour trancher sur la qualité d'un résultat et pour savoir si on tient une preuve qui corroborerait ou non une hypothèse scientifique. Ce n'est pas très compliqué de s'en rendre compte. Il n'y a qu'à s'imaginer comment on ferait une étude de cohorte ou un essai randomisé en astrophysique ou en histoire par exemple. Présenté ainsi, cela paraît trivial, malheureusement, cela fait partie des mésusages fréquents de cette pyramide, qui amènent à des amalgames communs et à des raisonnements abusifs. Par exemple, la dévalorisation des études qualitatives et des entretiens en sciences sociales, qu'on aurait tendance à classer en bas de cette pyramide et qu'on utilise en argument pour critiquer de manière inadaptée ces champs scientifiques. À ce sujet, pour rendre justice à la valeur des anecdotes et expériences personnelles en sciences, nous vous conseillons les vidéos de Patchwork. Bref, il ne faut donc pas oublier que cet outil s'inscrivait au départ dans des contextes particuliers de la santé et de la recherche biomédicale. En outre, ce mésusage est souvent accompagné d'une autre mauvaise conception de cette hiérarchie des preuves qu'il s'agit de déconstruire. En effet, le fait de classer des niveaux de preuves ne dit rien de la qualité des études prises en compte, et de même la qualité et la rigueur d'une étude ne prouvent pas forcément grand-chose. Bon, détaillons ça. Premièrement, un essai clinique randomisé est certes classé en haut de la pyramide ou échelle des preuves, ce n'est pas pour autant qu'il sera forcément d'une grande utilité si le design expérimental de cette étude manque de solidité et de rigueur comparé à une étude cas témoin bien menée, qui, elle, est pourtant plus bas dans cette échelle. On peut notamment penser aux récentes études cliniques dans le cadre du Covid-19, qu'on ne commentera pas plus que ça parce que franchement flemme, mais qui étaient critiquables dans leur design en termes d'échantillons, de statistiques, etc. Sachez que ce souci du design des essais cliniques date des débuts de l'EBM, comme discuté dans ce papier de 98, modestement intitulé « Il n'y a pas de mauvais agents anticancéreux, seulement de mauvais design d'essais cliniques ». Deuxièmement, un essai peut remplir tous les critères de rigueur méthodologique, les résultats n'apporteront pas forcément la preuve de grand-chose, s'ils ne répondent pas aux problèmes soulevés au départ par les cliniciens. Cette critique a été illustrée en 2004 par Bossard et ses collaborateurs à travers l'exemple de médicaments anti-arythmie. Des études cliniques très bien menées ont montré qu'un dérivé de la lidocaïne permettait de diminuer l'incidence des arythmies ventriculaires. En gros, c'est quand le cœur bat trop vite, trop lentement ou irrégulièrement. Si on s'intéresse à la physiopathologie, c'est un résultat avec un niveau de preuve optimal. Mais si en tant que clinicien, on se pose la question de savoir si ce médicament permet de réduire la mortalité des personnes présentant ces troubles, cette étude ne nous avance en rien, car ce n'est pas ce qu'elle a mesuré. Plus tard, une autre étude nommée CAST a été menée et a montré une augmentation du taux de mortalité et de mort subite, malgré l'effet anti-arythmique. Ce qui a mis dans l'embarras d'ailleurs les soignants qui prescrivaient auparavant ce médicament sur la base justement des effets anti-arythmie avérés. On voit donc que la preuve ne dépend pas seulement de la qualité de l'étude, mais bien de sa capacité à répondre à la question posée par les cliniciens. Et dans certains cas, d'autres essais sont nécessaires pour apporter ces réponses. Le but restant évidemment de maximiser les qualités des études quand on cherche à prouver quelque chose. De plus, dans certains cas, des études qui ne rassemblent pas tous les critères standards de rigueur seront quand même considérées comme apportant un niveau de preuve suffisant pour justifier une action thérapeutique ou préventive. Les raisons peuvent être d'ordre éthique ou défendues pour des contraintes techniques. C'est essentiellement le cas en toxicologie par exemple. Ou bien, on peut se contenter d'études placées en dessous des essais contrôlés randomisés en considérant qu'on a suffisamment de preuves, un peu pour les mêmes raisons. On peut prendre l'exemple de la nocivité du tabac qui n'a pas pu être déterminé à travers un essai contrôlé randomisé en double aveugle, pour des raisons évidentes, mais dont on a eu suffisamment d'outils statistiques pour considérer à partir des données de l'étude de cohorte de Doll et Hill qu'on avait la preuve de son existence. Avec un peu de recul, on voit donc bien toute l'importance de l'aspect contextuel derrière l'évaluation de la preuve en médecine, qui est beaucoup moins assujettie à une sorte d'objectivité indépendante de notre jugement. Ce qui ne veut pas dire que tout se vaut bien entendu. D'autres critiques venant de la philosophie de la médecine viennent carrément mettre en cause l'aspect très procédural de l'EBM et ses pratiques algorithmiques, en s'attaquant à l'idéalisation abusive des essais contrôlés et des méta-analyses. John Worrall défendit durant les années 2000 le fait que la randomisation n'était qu'une manière imparfaite parmi tant d'autres de réduire certains facteurs de confusion qui seraient source de biais. Selon lui, par exemple, il y a des chances que par accident, la randomisation distribue les participants de manière inhomogène à un essai clinique, créant une différence si grande entre les groupes contrôle et les groupes expérimentaux que ces deux groupes ne seraient plus comparables. Il serait ainsi nécessaire de réeffectuer un essai et une randomisation un grand nombre de fois pour diluer les biais.
Techniquement, ce serait impossible bien entendu, mais son argument vise globalement et surtout à ce qu'on relativise le piédestal épistémique sur lequel on situe les essais contrôlés randomisés, qui ne serait pas toujours plus pertinent qu'une étude observationnelle bien menée par exemple, toujours selon le contexte. Chaque type d'étude possède ses biais intrinsèques et les hiérarchiser serait au moins un peu arbitraire. La philosophe Nancy Cartwright a également émis des critiques à propos de l'idéalisation des RCT durant la fin des années 2000, début des années 2010, en se focalisant entre autres sur l'absence de validité externe de certains résultats, quand bien même ils possèdent une validité interne. En gros, les résultats peuvent rendre compte d'une efficacité dans les conditions de l'expérience, ou bien répondre efficacement aux hypothèses formulées au départ, c'est la validité interne, mais une fois qu'on sort du labo, ça marche plus forcément des masses. Il n'y a pas donc de validité externe. Parmi les multiples raisons de ce décalage, on peut penser à la mauvaise prise en compte des facteurs externes, qui peuvent être d'ordre socio-culturel, psychosocial, éthique, etc. C'est une erreur souvent imputée à certains défenseurs naïfs de l'EBM, qui en se focalisant essentiellement sur les données quantitatives tirées de l'expérimentation, délaissent les données contextuelles. Cartwright a proposé des principes informels d'évaluation de la validité externe, source si ça vous intéresse, qui s'appliquent en général à tout type de raisonnement expérimental, mais en particulier au RCT, qu'elle désigne comme étant la prétention de rigueur de l'EBM. À ces considérations épistémologiques s'ajoutent des anomalies inhérentes aux conditions de la recherche, aux intérêts et aux influences, ainsi qu'aux biais de publication, qui contribuent à relativiser le piédestal de l'EBM. En effet, de plus en plus d'articles montrent un problème de cohérence et un manque de transparence dans les résultats de certaines méta-analyses et certaines revues systématiques, là encore venant relativiser leur poids en tant que preuve. On peut noter l'exemple récent du LancetGate concernant une méta-analyse sur des données cliniques portant sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Publié dans le journal de Lancet, on s'est rendu compte que certaines données fournies par une boîte qui compilait les données médicales étaient bidons. Ajoutons à cela les problèmes de reproductibilité des résultats d'essais contrôlés et le caractère obsolète d'un grand nombre de conclusions de méta-analyse, crainte émise dès les années 2000 par John Ioannidis ou par les éditeurs de la revue PLOS ONE Médecine entre autres, portant un coup dur au gold standard de l'EBM. D'autres problèmes relevés plus récemment concernent notre manière d'interpréter les statistiques dans les méta-analyses. Dans certains cas, par exemple, la significativité d'un résultat peut être très sensible et changer drastiquement si un tout petit nombre de patients sur un échantillon présente d'autres résultats. Ignacio Attal et ses collaborateurs ont même défini un outil pour en rendre compte, l'indice de fragilité des méta-analyses. Victime. Le sommet de la pyramide semble finalement plus fragile qu'il n'y paraît, car malgré une volonté de réduire la validité d'une conclusion tirée d'un essai contrôlé randomisé ou d'une méta-analyse à un raisonnement valide et neutre, on ne peut pas totalement se défaire du jugement expert et donc subjectif dans une certaine mesure pour évaluer un niveau de preuve. On voit donc que la conception d'une pyramide divisée en paliers pour chaque niveau de preuve est questionnable pour se faire une idée de l'EBM. Et ce, pour les raisons citées tout à l'heure concernant la valeur qu'on donne à chaque type d'étude pour évaluer un niveau de preuve. Un autre problème pouvant être soulevé est la représentation elle-même, celle en pyramide, qui complique son interprétation et mérite des clarifications. Est-ce qu'à mesure qu'on monte dans les paliers, on réduit nos biais? La réponse est certainement pas tous, confère ce qu'on a dit plus tôt. Est-ce qu'en montant, on acquiert plus d'informations? Après tout, en designant une bonne grosse étude de cohorte, on pourrait obtenir quasiment autant d'informations que celles combinées dans une revue ou une méta-analyse. Et ce donc de manière aussi systématique. Donc on est en droit d'en douter également. Bref, on voit que cette pyramide n'a pas tant de vertus pédagogiques pour représenter fidèlement la réalité de la pratique scientifique et médicale. Histoire d'appuyer encore la critique, il faut savoir que cette représentation n'est pas tant motivée que ça par des considérations scientifiques ou philosophiques. Les agences sanitaires du monde entier ont depuis des dizaines d'années toutes édité leurs propres guidelines à destination des praticiens de santé pour évaluer des niveaux de preuve, de manière surtout normative. Brossard et ses collaborateurs en parlaient déjà en 2004, en soulignant qu'il en existait des dizaines sous la forme de tableaux, et non de pyramides, et consistant en des recommandations souvent peu claires et utilisant des termes vagues comme approprié,
études bien conduites, etc. Ce qui n'aide pas forcément à leur bonne utilisation. Cela laisse donc une grande place à l'interprétation et à la discussion entre praticiens et scientifiques. De plus, la multiplicité de ces tableaux montre qu'il n'est pas aussi simple de normaliser des procédures et pratiques médicales au niveau mondial. Il y a forcément des considérations autres qu'épistémiques dans leur élaboration. Bon, on va tout de même conclure avec une nuance de la nuance. L'EBM a doté la médecine et la science biomédicale d'un ensemble d'outils techniques et de procédures qui ont, sans conteste, amélioré notre manière de déterminer les meilleurs soins à administrer. Et aujourd'hui plus que jamais, il faut garder à l'esprit qu'il vaut toujours mieux se confier à une conception de la pratique médicale perfectible mais éprouvée, comme l'EBM, que de s'en détourner au profit d'autres pratiques, à la marge et qui ne profitent qu'à ceux qui vous les vendent comme des miracles. Même si des critiques sont apportées, elles ne doivent l'être que dans un souci d'améliorer le cadre de vie du plus grand nombre, en cherchant à faire progresser nos pratiques, en prenant du recul et en intégrant des enjeux sociaux et politiques plus larges. Car malheureusement, la pratique EBM, si elle est idéalisée, souffre de nombreux écueils, souvent occultés des débats, car bousculant son image d'objectivité et de scientificité. Pourtant, il est sain pour son amélioration de rappeler que sa scientifisation lui a apporté les mêmes problèmes que rencontre aujourd'hui la recherche scientifique en général. Comme on en a discuté dans notre vidéo sur les citations scientifiques, la course à la publication et les biais de publication nuisent à la consistance de certains résultats et à leur intérêt, sans compter les mésusages qui s'accentuent dans un contexte politique de mise en concurrence et de sous-financement, contexte délétère pour l'intégrité de la recherche scientifique, car contribuant à la pression subie par les chercheurs. Sans leur chercher d'excuses pour autant, mais bon, nous ne sommes pas des machines. Ces problèmes, qui concernent autant l'EBM, constituent donc des enjeux dont on doit se saisir si l'on se sent concerné par la qualité de la médecine. Enfin, soulignons le fait que la recherche biomédicale est assez soumise aux soucis des conflits d'intérêts. Une revue systématique, publiée en 2017 dans la Cochrane Library, révélait une corrélation entre la dépendance des études aux intérêts de l'industrie et le caractère favorable des résultats de ces études, suggérant un biais supplémentaire qu'il faudrait prendre en compte dans l'analyse des données d'études. Évidemment, cela ne signifie pas qu'il faille exclure d'emblée les études menées par l'industrie, mais plutôt qu'il faut rester suffisamment prudent et éviter de se prononcer sur la seule base qu'une étude serait haut placée dans une certaine échelle. En fait, on voit bien ici qu'une hiérarchie semble finalement avoir peu de sens, car elle n'est pas si opérante dans les faits. C'est pour ça qu'à la place d'un classement, la philosophe Myriam Solomon recommanda dans un article de 2011 une approche de l'EBM plus pragmatique et instrumentale. Une approche dans laquelle classer une nouvelle preuve se ferait de manière plus empirique, en prenant comme référence la véritable fiabilité des résultats, plutôt qu'en se basant sur une fiabilité théorique et attendue. Ainsi, selon elle, les essais contrôlés randomisés et les études observationnelles devraient pouvoir se situer au même niveau hiérarchique, pour peu qu'on s'intéresse à la fiabilité effective des résultats qui en découlent. Et l'on devrait classer les essais indépendants au-dessus des essais financés par l'industrie, dans la mesure où les biais attendus ne sont pas les mêmes. Comme le disait Nancy Cartwright, il n'y a pas de gold standard. Certainement.